qui lui avait fait le programme physique pendant sa période foncière juste avant Roland? Et est-ce que tu penses que ça peut être une clé pour un Français aujourd'hui, une manière de s'inspirer, de gagner Roland? Qu'est-ce que tu penses qu'on doit faire, quoi? Alors, dans la préparation physique, il y a des phases. Qui lui avait fait le programme à cette époque-là? Moi, j'avais beaucoup travaillé avec Yannick, puisque moi, j'avais cette formation de prof d'éducation physique, donc j'avais beaucoup travaillé moi-même avec Yannick. Et à cette époque-là, je dirais c'est peut-être ce qui a le plus évolué. C'est-à-dire, quand je vois, moi, le travail que j'ai fait à Yannick, je me dis, j'en ai fait des conneries. J'en ai fait des conneries avec Yannick. On se rend compte, justement, que des fois, on n'avait pas les moyens de mesurer les efforts qu'on demandait aux joueurs, que ce soit sur le plan cardio, sur le plan du poids des haltères qu'on pouvait utiliser, ou tout ça, c'était, que ce soit les préparateurs physiques de l'époque, voilà, comme j'étais ou autre. J'aimais bien aussi faire intervenir d'autres, et notamment Jean-Claude. Pourquoi Jean-Claude? Parce que Jean-Claude s'occupait d'un sauteur à la perche qui s'appelait Tracanelli, qui avait été champion d'Europe, Tracanelli. Et moi, c'était ma formation en plus à l'INS où je voyais tous les gars et c'était fantastique parce qu'en cours, on nous disait des choses et je le voyais après sur les athlètes quand ils travaillaient le sprint. Et j'allais les voir parce que j'adorais voir comment ils travaillaient et je discutais avec les entraîneurs. Et je pense que ce qui était très important, c'était à un moment donné de le faire côtoyer ces athlètes de haut niveau, champions d'Europe de saut à la perche. Puis on avait dans notre équipe d'entraîneurs, on avait Frédéric Rauch, qui était lui aussi, il avait été, faisait 7800 points ou 7600 points, je ne sais plus, au décathlon. Et c'était un type incroyable, décathlon aussi, donc il avait une vision des choses. Et donc Fred avait pu apporter certaines choses, mais dans la période qui est, disons, les 6 semaines qui précèdent un tournoi du Grand Chelem, où il y a 3 gros tournois, il fallait commencer à penser plus récupération entre les tournois et essayer de ne pas trop casser le joueur dans la période qui précédait. Et sur la période qui a été les 10 jours de préparation intensive, c'était que des exercices physiques sur le terrain. Et derrière, c'était de la course avec ses chiens, mais c'était du footing, c'était donc pour travailler un peu le côté cardiaque. Donc mais je faisais pas ni haltère ni tout ça. Je faisais un peu d'abdos, un peu de dorsaux, des trucs comme ça, mais c'était voilà, on faisait rien qui pouvait engendrer le moindre risque. Voilà, on faisait rien d'autre. Les sprints, on les faisait, c'était sur le terrain. Quand je faisais cavaler après toutes les balles, les smash et autres, on le faisait suffisamment. Et donc il y avait sieste. Oui, il faisait une sieste obligatoire. Il se couchait tôt, donc il y avait récupération. Et puis quand je voyais qu'il y avait une journée qui était un peu trop dure, 3e jour par exemple, ben on ne venait pas le matin. Donc le matin, il faisait une grasse matinée, on faisait que l'après-midi, on faisait des exercices un peu différents. Voilà. Et puis sur la fin, j'avais fait venir 1 ou 2 sparring partners pour faire des matchs d'entraînement ou en tout cas des sets d'entraînement pour mettre un peu en pratique ce qu'on avait travaillé, quoi. Voilà un peu les idées. Puisque Yannick, c'était quelqu'un qui est vraiment, il en imposait par son physique. C'est un espèce de bulldozer. Quand il jouait, c'est un attaquant hyper agressif et il fallait en permanence qu'il soit dans voilà, qu'il mette la pression sur l'autre constamment, qu'il l'empêche de jouer. Fallait pas, quand à certains moments, je le voyais quand il jouait Villas ou qu'il jouait contre Lendl et qu'il se mettait à rester au fond de cours, à renvoyer la balle, à jouer. Bien sûr qu'il était capable de tenir parce que physiquement, il avait les qualités pour, mais c'était pas son jeu. Lui, il fallait qu'il bouscule l'autre. Il fallait qu'il l'agresse en permanence. Et donc, il fallait qu'il ait des qualités physiques d'explosivité. Donc, il fallait qu'il monte au filet et qu'au filet, il soit impassable. Moi, j'avais dit, quand tu montes au filet, personne ne doit te passer. On ne doit pas te passer. Donc, en hauteur, tu sautes, tu es un géant. Et puis, à droite ou à gauche, tu ne te fais jamais passer. Donc, c'était quelqu'un, il fallait qu'il soit complètement armé pour être
voilà, qui soit agressif, 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 avec des moments qui sont les moments de relâchement entre les points où il fallait en même temps, parce qu'il était déjà un peu adepte du yoga. Il y avait Arturas qui lui parlait du yoga, donc qu'il puisse se calmer pour faire baisser un petit peu la température et garder sa lucidité, bien évidemment. Donc il y avait tout ça. Ce que je ne vous ai pas dit, mais qui est important pour la suite aussi, c'est qu'il y avait une compétition que moi qu'il était un peu obligé de faire, c'était la Coupe des Nations à l'époque. C'est un peu comme l'ATP Cup aujourd'hui. Cette Coupe des Nations, la France était représentée et c'était moitié la Fédération internationale et moitié IMG qui faisait ça. Bon. Et Yannick, au début, avait dit qu'il le ferait, mais il n'avait pas, on ne peut pas dire qu'il ait très envie de le faire. Donc il y va, il joue le premier jour. Et Yannick avait une petite amie à l'époque là qui s'appelait Kim, qui était super jolie, un mannequin incroyable et tout le truc, qui était très amoureux. Pour une raison X ou Y, moi j'étais pas allé à cette coupe là. J'aimais pas cette compétition et j'étais pas allé là-bas. Et donc je savais pas trop ce qui se passait. Je lui ai dit écoute, tu vas là-bas et puis joue tes matchs et puis voilà. Bon, il était rentré et le lendemain. Ben, il n'était pas revenu. Et ça fait une histoire pas possible. Et donc, la Fédération internationale, c'était moitié-moitié, parce que Yannick était quelqu'un qui n'avait jamais eu ni d'amende, ni de problème quelconque, de discipline, tout le truc. Donc, ils avaient dit, ça, on ne peut pas laisser passer. Mais il y avait moitié. Et celui qui a pris la décision finale, c'était le président qui a été obligé. Et le président de la Fédération internationale, c'était Philippe Chatrier, qui était en même temps président de la Fédération française. Parce qu'il ne voulait pas être considéré comme quelqu'un qui voulait favoriser un Français qui avait fait la connerie de quitter cette compétition-là. Donc Yannick a été suspendu 2 mois. Et donc Yannick est rentré. $1 000 d'amende, ouais. Ouais. Et donc Yannick est rentré de cette compétition-là. Il était mais hyper énervé. Donc, moi, je lui ai dit, écoute Yann, maintenant, cette compétition, c'est peut-être derrière, je dirais peut-être un petit peu ma faute, parce que moi, j'ai jamais pris cette compétition au sérieux. Donc, il n'avait peut-être pas pris au sérieux non plus, mais c'était un peu n'importe quoi, il faut dire, c'est vrai. Mais, bon, il s'était engagé, il aurait dû le faire. Mais il n'avait pas fait. Et je lui ai dit, écoute, à la limite, tant mieux. Mais il ne savait pas qu'il avait été suspendu encore. Hein. Tant mieux, ça va nous donner un peu plus de temps pour se préparer pour Roland-Garros. Donc, on avait pu… Mais ça a été après, quand il a appris que ça a été très compliqué pour lui, parce que il gagne. Donc, gagne Roland-Garros, formidable, on fait une semaine, c'est la fête. Vraiment incroyable, le rêve de la vie, de sa vie, des parents, tout le truc. Super, mais il ne peut pas jouer. Il ne peut plus jouer pendant 2 mois. Et là, alors que Chatrier avait toujours fait tout pour lui et tout le truc, il adorait Chatrier, là il dit, il m'a trahi tout ça. Et là, il me dit, écoute, maintenant, moi, je ne veux plus bosser avec la fédération. Moi, je veux continuer à bosser avec toi, mais je veux que ce soit plus à la fédé. Donc, que ce soit en dehors de la fédération. Et moi, je me suis, senti piégé, parce que je me dis, c'est pas possible que je lâche Yannick maintenant. Je dis, c'est pas possible. On a fait tout ce chemin-là. Pourquoi? Gagne Roland-Garros, je peux pas quitter Yann, quoi. C'est pas possible. Et au miracle, dans les 10-15 jours qui ont suivi, j'ai un Anglais qui prend contact avec mon frère pour une raison X ou Y, en lui disant, et par un autre ami qui travaillait dans une boîte, bon, peu importe, qui voulait créer un centre d'entraînement à l'américaine, comme ce qu'il y avait chez Hopman à l'époque, et qui voulait que j'en prenne la direction. Okay. Donc, un rendez-vous est pris. Je découvre quelqu'un qui me dit, moi, je veux faire un grand camp de tennis, je veux faire quelque chose il n'y en a pas en Europe comme ça. Il n'y avait que le camp Barthès, mais qui n'était pas spécialisé dans le haut niveau, quoi, avec un tennis études privé, avec tout ça. Il n'avait pas ça, Pierre. Donc, je me dis, c'est une aventure extraordinaire, ce qu'il me propose.
Et je discute avec lui et je lui dis, mais je ne veux pas laisser Yannick. Moi, je veux être directeur, mettre en place les structures, mais je veux que sur 25 semaines de l'année, je veux être sur Yannick. Donc, j'appelle Yann et je lui dis, Yann, voilà ce qui m'est proposé. Est-ce que ça te va? Il me dit, c'est top, c'est super, incroyable. Moi, j'irai m'entraîner là-bas. On s'entraînera là-bas, je partirai de là-bas et tout le truc et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a construit le Sofia Country Club, donc, qui a ouvert en 84 par là. Et pendant 6 ans, ben, on s'est entraîné là-bas. Mais j'avais continué à être quand même sur la Coupe Davis. Alors, attends. Voilà. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux me dire qu'on suive une chronologie parce que pour toi, ça paraît naturel de dire, et là, Yannick a gagné Roland. Mais au moment où ça se produit, qu'est-ce que tu ressens quand la balle de match est jouée, quand le titre est remporté? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Écoute, il se passe quelque chose d'incroyable. Si tu veux, déjà, tout au long du tournoi, hein, ça a été assez incroyable tout ce qui s'est passé. Bon, je te la fais brève, là, je vais pas tout te raconter, si tu veux, je te raconte. Bon, pas dans les moindres détails, mais ouais, avoir un petit film. Ouais. Il y a eu, si tu veux, il y a eu un jour où ça a été un peu compliqué. Ça a été quand il a battu Alexander, où il y a la conférence de presse et il se lève après la conférence de presse et il me dit, putain, j'ai une douleur en bas du dos, j'ai un truc, putain, j'ai mal, ça me fait chier. Et là, c'était le docteur Cousteau qui était médecin de l'équipe de France et je lui dis, écoute, je vais en parler à Cousteau. Cousteau était un cardiologue. Donc Cousteau me dit, écoute, je vais en parler au plus grand spécialiste du dos de l'époque. Je n'ai pas son nom là immédiatement, ça me reviendrait. D'habitude, il faut 2 mois pour avoir un rendez-vous et tout le truc, mais je vais lui dire, je vais essayer de venir te voir, c'est possible. Donc, après cette conférence de presse, Yannick est avec le kiné qui s'occupait de Yannick, Robert Laurence, hein, qui est un peu comme moi, c'est le parrain de mes filles, c'est quelqu'un qui était kiné de l'équipe de France, tout ça. Il me dit, écoute, ça serait super si ce professeur pouvait venir voir Yannick, tout ça. Ce gars arrive avec, donc, je sais pas, 2-3 heures après, il voit Yannick et il le manipule et il lui fait, je sais pas quoi, il lui fait une piqûre dans le dos, je sais pas ce qu'il lui fait exactement. Le lendemain, Yannick arrive, parce qu'on s'entraînait toujours un jour sur 2, le jour où il n'y avait rien, on était au Racing, et Yannick arrive au Racing, et je lui dis commenter, il me dit, écoute, ça a l'air d'aller, il me dit, on va pas trop forcer aujourd'hui, le médecin m'a dit de pas trop forcer aujourd'hui, mais ça va, je sens rien. Donc il me dit, je vais simplement, on va faire léger, mais ça va. Et puis le match d'après, je crois que c'est là qu'il a joué Lendl, plus entendu parler de son truc, mais j'ai eu un peu les chocottes à ce moment-là. Ouais. Tant quoi, les matchs se sont déroulés, si tu veux, un peu voilà, dans l'esprit de ce qu'on avait un peu imaginé, c'est-à-dire son côté vraiment agressif, son côté… voilà. Après, il y a eu, si tu veux, cette demi-finale contre Christophe Roger Vasselin, qui ne m'inquiétait pas trop parce qu'il l'avait toujours battu, puis Christophe n'a pas le jeu, si tu veux, pour vraiment gêner Yannick. En plus, il venait de battre Connors. Donc, si tu veux, c'était pour lui, dans sa tête, on savait que, si tu veux, ça avait un peu explosé, quoi. C'était au maximum, tu vois. Et voilà, il a gagné facilement contre Christophe. Et donc, il était super bien pour jouer la finale contre Villander, quoi. Parce que le match contre Christophe n'avait pas été vraiment trop difficile. Donc, le gars, pleine forme physique. Donc, tout allait bien, si tu veux, pour attaquer ce match-là. Donc, il fait un super match. Beaucoup de gens ont dit que s'il avait perdu le tie-break, tu vois, que peut-être derrière, il aurait eu du mal. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il aurait peut-être eu du mal, si tu veux, sur 2-3 jeux, mais au 5e, je pense que vraiment, par rapport à ses réserves physiques, je pense qu'il aurait été là, tu vois, sur un 5e. Je pense que quand tu passes près, bien sûr que tu prends un coup dans la figure, encore qu'on ne sait jamais quel scénario peut se produire. Donc, après ça, c'est que… Voilà, certaines personnes peuvent penser ça, d'autres peuvent penser l'inverse, mais donc, il gagne. Tu te fous la pression, toi, pour la finale? Tu te mets une grosse pression ou tu arrives à gérer? La pression, je dirais qu'elle est forcément là, mais tu es tellement dans une dynamique, si tu veux, où
moi, j'étais dans mon scénario, tu vois, où je sais exactement comment Yannick réagit, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Yannick, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut abreuver de paroles. Il faut lui dire quelques phrases, quelques mots au bon moment, si tu veux, qui vont lui redonner, qui vont lui donner confiance, qui vont vraiment amener un plus. Mais vraiment, si tu veux, c'est pas le genre de choses où tu vas lui dire, ben, Villander, je sais pas, il l'avait joué 2 ou 3 fois ou 4 fois ou 5 fois, on connaît son jeu par cœur, il connaît son jeu par cœur, on l'avait analysé, il savait exactement comment il fallait qu'il joue pour battre Villander, donc il n'y avait pas 36 solutions. Donc tout ça, c'était dans sa tête. Moi, c'était que des paroles, si tu veux, qui étaient des paroles pour essayer de vraiment qu'il se sente bien, qu'il se sente détendu, tu vois, que la pression ne soit pas là, et puis lui montrer que, tu sais, dans ces moments-là, que tu as confiance, que tu as une totale confiance en lui, quoi. C'est ça qui est important, c'est lui faire sentir qu'il est armé, il a tous les atouts, si tu veux, pour gagner ce match, parce que c'est ça qui est important. Donc, les choses se sont passées bien, et puis surtout, il a très bien démarré ce match, comme il fallait, tu vois. Moi, j'étais toujours, bien sûr, au premier rang, derrière, et j'étais vigilant sur le fait qu'il fallait toujours être vraiment derrière lui pour qu'il ne tombe pas dans le jeu de l'autre. C'est-à-dire quand tu as un attaquant, quand tu travailles avec un attaquant, c'est toujours toi qui imposes le jeu. Donc il faut que tu empêches l'autre de jouer en réalité. Il faut que tu l'agresses en permanence. Il faut que tu varies le jeu sans arrêt, mais que tu l'agresses, voilà. Donc c'était être vigilant là-dessus, tu vois, pour que s'il commençait à y avoir trop d'échanges, bon, une fois ça va, 2 fois ça va, mais il ne faut pas, tu vois, s'il commence à perdre un jeu ou un jeu de service à cause de ça, là, tu peux avoir des attitudes, pas forcément des mots, mais des attitudes, tu vois, on avait des gestes, si tu veux, qui démontraient qu'il fallait qu'il agresse davantage, tu vois. Donc, c'était ça. Le but, c'est qu'il soit lui-même. Tu sais, le plus important, moi, des fois, dans les conseils que je pouvais donner aux joueurs, c'était de dire aux joueurs, sois toi-même. Parce que tu as des joueurs qui veulent en faire trop, ou bien qui, à certains moments, sont ou paralysés et tout ça, sont plus eux-mêmes du tout. Ils partent, tu vois, dans des styles de jeu ou dans des tactiques qui sont plus, voilà, c'est plus les leurs. Ils sont pris par les émotions, tu vois, ils manquent de lucidité et tout ça. Donc, le coach est là, des fois, pour les remettre un petit peu sur les rails. Mais quand tu vois que ça se passe bien, ben, c'est de l'encouragement, de la félicitation. Ils voient comme le public, tu es là et voilà. Modérément quand même, parce que tu ne dois pas, toi, t'enflammer comme un fou. Tu dois essayer de rester, tu vois, toujours, vraiment, tu sais qu'un match n'est jamais fini tant qu'il n'y a pas la balle de match, quoi. Donc, on peut voir Patrice Agelower qui s'enflamme tout seul. J'imagine à l'époque. Ouais. Donc, voilà, donc ça s'est bien passé. Puis après, il a fallu gérer tout ça et je te dis, donc on s'est retrouvés. Manque de peau, donc le centre s'est construit. Donc là, c'était super parce que Yannick venait. Et comme Yannick venait, il y avait bien sûr. Après, j'ai entraîné aussi, si tu veux, dans le même cadre. Attends, la balle de match, il gagne la balle de match. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu vis le truc? Ah, la balle de match. La balle de match, il se passe un truc incroyable. Donc, tu es là, tu es debout, c'est fantastique. Et je vois Yannick. Donc, Yannick me regarde, c'est super. Et il se tourne et il voit son père qui saute des gradins. Ouais. Et il voit son père et il n'en revient pas. Et donc, il est là, il passe de l'autre côté du filet, le père court vers lui. Et ça, c'est une image qui est gravée là, tu vois, de voir Yannick et de voir tout ce que ça représente. Parce que c'est ça, c'est ce que représente, si tu veux, cette accolade entre le papa et Yann. Mais tout ce que ça représente, c'est absolument invraisemblable, tu vois. Et il se serre. Et puis là, après, il lâche son père, il court. Et tu avais, si tu vois, à cette époque-là, tu avais un petit escalier qui montait le long de la présidentielle. Et le petit escalier avait été déployé. Et Yannick vient vers moi, il m'attrape le bras, et il me tire. Tu vois, donc je me casse un peu la figure, si tu veux, de l'escalier. Et là, tu vois, il m'attrape et il me dit, on a gagné, Angèle.
qu'est-ce que tu peux rêver de plus quand tu es entraîneur? Tu vois, quand quelqu'un, je te disais, la marque de générosité de Yannick, elle est là. C'est pas j'ai gagné, c'est pas j'ai gagné, c'est on a gagné. Et tu sais, toi, en tant qu'entraîneur, que tu as amené à ce grand édifice, mais c'est tout ce que tu as fait. Mais qu'ils viennent et qu'ils te disent ça, putain, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Ça vaut, c'est même inestimable. C'est fantastique. Moi, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, quoi. Avec la naissance de mes filles. Ouais. J'ai lu que son papa s'est cassé le pouce d'ailleurs quand il est descendu sur le cours. Ah oui, ça c'est possible. Ça c'est possible, mais c'est si le lendemain matin. Déjà le soir. Déjà, cette folie, si tu veux, le terrain qui est envahi, là, les mesures de sécurité, c'est n'importe quoi, il n'y avait pas, tu vois. Tout le monde est envahi autour de Yannick, et Yannick était là, il poussait les gens, laissez-moi, il n'arrivait même plus à respirer et tout le truc. Il monte, et là aussi, tu as l'accolade des anciens, de Lacoste, de Borotra, de Cochet. Ils viennent, ils l'embrassent tous. De Marcel Bernard, qui lui remet la coupe, qui était l'ancien, le dernier vainqueur de Roland-Garros. Et ça représente beaucoup, parce que pour Yannick, l'histoire, c'est plus important que tout, quoi. L'histoire que représente Roland-Garros, les prix, c'est rien. Les prix, il s'en fout. C'est pas les prix, il ne joue pas pour l'argent. Yannick, il ne jouait pas pour ça. Yannick, il jouait pour son rêve. Et puis pour l'histoire que ça peut être, gagner Roland-Garros, c'était mythique. C'est comme quand on a gagné la Coupe Davis, là, c'est pareil. En 91, c'était la même chose. C'est l'histoire qui est là derrière. Donc tu vois, à quel point tu te réveilles le lendemain matin avec un sentiment d'accomplissement? C'est un rêve pour toi. D'abord, la nuit. Moi, j'ai rarement passé une nuit comme ça où je savais plus ce que j'avais fait. Tu vois, je me suis retrouvé dans la piscine à un moment donné, si tu veux, parce que le champagne, je te raconte pas. Moi, je suis arrivé avec ma femme, c'est ma femme qui m'a ramené. Certainement, je savais plus. La piscine, il y avait plus de mecs dans la piscine que d'eau. Tout le monde était là, tout le monde gueulait. Tout le monde était au milieu d'une espèce de truc. C'était fou. Tu avais les gens du village qui étaient là. Chez Yannick, ça. J'étais chez Yannick, c'est à la campagne, à Nainville. La fête, c'était fou, quoi. Tout le monde était là au milieu de. Il y avait les chanteurs du groupe Téléphone qui étaient là, tout le monde chantait, dansait. Je crois qu'il y avait plus de champagne dans la piscine que d'eau, tu vois. C'était un truc de malade. Donc moi, j'avais jamais été comme ça, dans cet état-là, où d'abord, je me souviens plus d'autre chose que tu vois, les visions dans l'eau, la joie, le truc. Les nerfs, tu sais, tu n'as plus de nerfs, quoi. Tu sais, t'es là, et donc le lendemain, je me suis réveillé et tout le truc, et puis tu te dis, bon, putain, c'est fabuleux ce qui s'est passé. Et puis tu te dis, putain, c'est incroyable. Tu as vécu un moment d'histoire, quoi. Tu as vécu un moment de folie. Et puis, encore une fois, tu te dis, bon, ben, le mec est fabuleux. Le mec est incroyable. D'avoir pu faire ça, quoi. Tu te dis, c'est fantastique, parce que non seulement il a gagné Roland, mais il a emmené avec lui 50 millions de personnes. Et puis en même temps, dans la piscine, il y avait tous ses potes, tous ses trucs et tout ça, mais la France entière aurait pu être là. Yannick, pouvait accueillir tout le monde. Et juste une anecdote. Quand je quitte Roland, après donc, tout ce qui s'est passé, les conférences de presse, les trucs, les machins, je quitte Roland et si tu veux, il est assez tard parce que je ne sais plus trop ce que j'avais fait, tout ça. Dans le parking, qui y a? Yannick. Dans le parking, avec qui il est? Avec Mabrouk. Mabrouk était le responsable des vestiaires et il est avec les gars qui s'occupaient des terrains. Il y avait 15 mecs, 20 mecs autour de lui. Et il avait ramené 2 bouteilles de champagne. Et avec les mecs, ils buvaient le champagne. Parce que ces mecs-là, c'était sa famille. Parce que Yannick, il avait grandi, ce que je te racontais tout à l'heure, avec eux. Parce que le matin, quand il allait courir, quand on allait s'entraîner, les mecs, ils préparaient le terrain. Bijoux, ils préparaient le terrain. Et ces gars-là, quand ils ont préparé le terrain, et à chaque fois qu'Yannick a joué, ils préparaient le terrain comme, voilà, avec le rêve. Et peut-être qu'ils priaient, ces gars-là, pour que Yannick gagne, quoi. C'était sa famille en même temps. Et Yannick était là, et c'était sa façon de remercier, tu vois.
Mabrouk, c'était le gars qui s'occupait du linge de Yannick, de Moreton et de Porte. Et il était là. Et c'était, voilà, et ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui, pour moi, est un peu l'image de la générosité de Yannick. C'est-à-dire que Yannick, voilà, ce côté-là, ça a toujours été le côté, si tu veux, qui était le côté que beaucoup de gens ne connaissent pas. Tu vois, beaucoup de gens ne connaissent pas. À quel point, quelque part, cette victoire, elle est aussi grâce à toi? Non, je ne veux pas faire, tu sais, de la fausse modestie, si tu veux, mais honnêtement, moi, j'ai entraîné beaucoup de joueurs. Et ça te permet de relativiser un peu, si tu veux, tes apports avec ces joueurs. Et je dis toujours, nous, quand on est entraîneur, en réalité, on est des révélateurs de potentiel. Je m'explique. C'est que les gars t'arrivent avec un potentiel qui est un potentiel dans tous les domaines. Un potentiel d'adresse, d'agilité, de qualité physique, de qualité technique, de mental, de sensibilité. Et toi, tu vas aider le joueur à développer tout ça, à se révéler. Mais tu en as qui n'ont pas ça. Mais tu ne peux pas donner. Tu sais, on disait toujours, tu ne peux pas faire gagner un cheval de course, un cheval de trait à Longchamp. Si le gars n'a pas vraiment des bases qui sont des bases dans tous les domaines, qui sont des bases extraordinaires, toi, tu exploites, tu as beau mettre tous les engrais que tu veux, eh ben, tu n'arriveras pas. Donc lui, si tu veux, il avait ça en lui. Et moi, je l'ai aidé avec, et je ne l'oublierai jamais, si tu veux, avec tellement de gens autour, à commencer par la famille, à commencer par ces gens comme Arthur H, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui lui ont permis, si tu veux, de faire mûrir un peu tout ce qu'il y avait en lui. Donc toi, oui, on a organisé les choses comme il fallait le faire. Oui, je l'ai peut-être protégé comme il fallait le protéger dans ces moments-là. Oui, mais après, il faut t'effacer devant l'artiste. Tu vas apprendre à quelqu'un, si tu veux, je sais pas moi, au début, à tenir un pinceau et tout ça, le bois de la peinture, puis après, c'est lui qui fait les tableaux. Le champion, il fait son tableau. Toi, tu es là, tu vas revisser un boulon par-ci, tu vas revisser un boulon par-là, voilà. Mais après, franchement, honnêtement, ça serait malhonnête. Je pense qu'il faut être honnête quand tu entraînes et pouvoir dire oui, j'ai fait mon job, mais c'est que mon job, quoi. Et le champion, c'est lui. Et c'est lui à qui revient tout le mérite. Toi, tu as ton mérite, quelque part, en me disant j'étais un organisateur sur ce moment-là, qui a fait qu'on a bien bossé, il m'a fait confiance, il a été dans la direction où je voulais qu'il aille et tout le truc. Oui, tu as été. Mais il faut, oui, c'est une pierre à l'édifice, mais ça n'est qu'une pierre à l'édifice. Tu vois ? Est-ce que le ministre de l'époque a fini par te remercier des remerciements, t'en as. Ouais. Tu sais ce qui est terrible dans ces moments-là, c'est que vraiment, justement, tu sais, tout le monde se dit, bon, bah tiens, il a fait gagner Yannick à Roland-Garros, eh bien, il faut qu'il le fasse gagner à Wimbledon, à l'US Open, un truc et tout ça. Après, toi, derrière, tu peux te dire, bon, ben, après, j'étais toujours son entraîneur, mais il ne l'a jamais regagné. Donc, quelque part, après, je n'ai pas réussi. Après, tu te dis, il y a une année où j'ai vraiment eu le sentiment qu'il pouvait regagner. C'est l'année où il a perdu contre Crick par abandon. Tu sais, quand il s'était vraiment foutu cette valise après le tournoi de Flushing Meadows, tu sais, sur terre battue à ce moment-là, tu sais, il rentre des États-Unis et en rentrant, il se fout sa valise sur le tendon d'Achille et le docteur, je ne sais plus quel était le docteur, qui lui file un laser pour soigner et en fait, il branche le laser, il lit le journal et puis en réalité, ça lui brûle le tendon. Et donc, il peut jouer
Alors, je ne sais plus quelle année c'était, mais il a joué la première semaine avec mal, mais il a gagné. Il jouait très très bien dans cette période, il a fait une bonne préparation. Ça allait, et le matin où il devait jouer crick, il arrive où on s'est chauffé, et il me dit je peux plus poser le pied par terre, je peux plus courir, je peux plus rien faire. Ouais, je crois. Il dit attends, écoute, on va voir le doc et tout le truc. Il me dit, je te jure, il me dit je peux pas courir, ma plaie s'est envenimée, je ne peux plus poser le pied par terre. Et je dis, enfin, on va dans le bois, on va essayer de trottiner, tout ça. Il me dit ça sert à rien, je ne peux pas. Et là, c'était Crick. Alors, Crick, en quart de finale, franchement, c'est pas un joueur vraiment qui pouvait embêter Yannick sur terre, quoi. C'était peut-être sur une autre surface, tu vois, sur un dur, peut-être, mais pas sur terre. Et en demi, il rejouait Lendl. Attends, mais tu parlais de l'US, et là, tu dis sur terre. Non, je te parlais de l'US, je te parlais de Flushing Meadows, mais qui était un tournoi sur terre battue. C'était plus tard, ça. D'accord, ok. C'était plus tard. C'était 3 semaines ou un mois avant, il faudrait que tu regardes bien sur le calendrier. C'était un tournoi sur terre battue à New York, qui était où se jouait avant. C'est pas Flushing Meadows, c'était le tournoi se jouait à l'US Open avant. D'accord. C'était une terre verte à l'américaine. C'était une terre verte à l'américaine, si tu veux. Tu vois, il la gagne, donc il est en forme, il revient bien, mais en même temps, il se blesse, si tu veux, à l'aéroport avec la valoche. Là. Et donc, il jouait vraiment bien, le tableau était sympa, hop, pour jouer en finale. Bon, donc c'était une année où des regrets, mais en fait, si tu veux, après tu te dis, oui, qu'est-ce qu'on a fait de mal, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Après, il y a eu d'autres facteurs. On est dans des périodes après où les choses ont évolué d'une manière qui était un petit peu plus complexe. Et voilà, on ne s'est jamais retrouvé quand il a, à un moment donné, sur la fin, c'était en 88. Peut-être qu'il aurait fallu, si tu veux, qu'on arrête à un moment donné, qu'il prenne un autre entraîneur. Tu vois, je lui ai demandé à un moment donné. Et il dit, mais non. Et puis une année, en 88, il me dit, écoute, ça serait bien maintenant que j'essaye de me relancer avec un entraîneur américain qui était un mec super, qui s'appelait Donnie Ralston, parce qu'il est décédé maintenant, Donnie Ralston. Et c'était un type que j'aimais beaucoup en plus, si tu veux, qui était vraiment un super bonhomme. Et j'étais vraiment content, tu vois, qu'il puisse travailler avec lui. Et je me dis, j'espère que ça va marcher. Et pendant quelques mois, ça a bien marché. Ouais. Et après, il y a eu effectivement une baisse, si tu veux, de motivation, d'ambition, de motivation. Je crois que dans sa tête, il en avait marre du circuit. Il en avait marre de cette vie-là, tu vois. Ça ne l'amusait plus. Les choses avaient changé. Voilà, ça ne l'amusait plus. Et donc, il s'est mis à moins bien jouer. Et la seule chose qu'il a relancée, c'est quand on a eu l'idée avec Christian Duxin de demander à Philippe Chatrier si il voulait prendre le capitanat de l'équipe de France de Coupe Davis. Ouais. Et là, donc, pas Philippe, c'est Christian Duxin qui me dit, écoute, va lui demander à Yann s'il veut être capitaine. Donc, je me retrouve à l'US Open, là. C'est Flushing Meadows maintenant, mais avant, c'est Forest Hills, c'était. Voilà, le tournoi qui est après, Forest Hills. Et donc, je suis à Flushing, il joue mal, il perd son premier tour, et je me dis, putain, connaissant Yannick, si je lui demande pas maintenant, ce soir, il est dans l'avion, il retourne à Paris. Donc, je vais le voir, et il est sous la douche. Alors, je suis là, je lui dis, Yann, je peux te parler? Il me dit, ouais, pourquoi? Je dis, je voudrais te parler. Donc, il sort de la douche, tac, il se fout là. Et je lui dis, écoute, Yann, ne le prends pas mal, mais est-ce que tu veux prendre le capitanat de l'équipe de Coupe Davis? Et là, ce con-là, il m'a dit, tu penses que je suis plus capable de gagner un match? Je lui dis, arrête, commence pas avec ça. Je lui dis,
c'est pas tu veux continuer à jouer, tout le truc, c'est ton problème, mais tu peux continuer à jouer et être capitaine de l'équipe de Coupe Davis. Il me fait, non, non, mais tu crois que je suis plus capable de gagner? Peu importe. Donc je lui dis, réponds-moi. Donc il est là, un peu plus sérieusement, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, c'est fabuleux, quoi. Il me dit, ouais. Et tu crois que les gars, ils seraient à fond, tout le truc? Alors il me dit, écoute, moi je veux, mais je veux rencontrer les mecs avant, et je veux que ça soit leur priorité numéro 1. Je veux que ça soit leur priorité numéro 1. C'est que j'y vais, mais on la gagne. Yes. Et je lui dis, écoute Yann, tu vas leur dire. Et donc il a réuni, tu sais, il a toujours été la locomotive de tous, là, de Henri, de Guy, ils lui doivent tout ça, leur carrière à Yannick. Donc il les a réunis et il leur a dit, écoutez les mecs, moi je veux bien, mais on la gagne. Ça veut dire que les périodes qui précèdent, les périodes d'entraînement, enfin tout ce qu'il avait pu vivre et tout ce en quoi il croyait, on les fait à fond. On se prépare à fond. C'est notre priorité. Vous voulez ou vous voulez pas. Il n'y a pas d'histoire, hein. Vous voulez pas, ciao, au revoir. Moi, je vis bien, hein, il n'y a pas de souci. Mais vous voulez gagner, vous me connaissez, tac, tac. Et ça a été fantastique. C'est ce que je te disais, la transition a été fantastique, quoi. Ça te rendait pas dingue, toi, parfois, que Yannick fasse la fête quand il était sur le circuit Ben, écoute, tu sais, il y a Yannick, soit tu acceptes la personne et la personnalité qu'il est, soit tu peux pas travailler. Yannick, c'est quelqu'un, si tu veux, il est blanc et noir. Il est africain, français. C'est quelqu'un, si tu veux, qui a d'un côté une logique, si tu veux, des envies et tout le truc. De l'autre, il a le côté africain qui est que c'est pas tout. De l'autre côté, il y a la vie. C'est pas ma vie, elle se résume pas juste à bosser, faire ça. Moi, je veux aussi avoir des moments où je veux pouvoir profiter de ma famille. Moi, je veux vivre avec je veux des fiancés. Quand il y a des fiancés, moi, c'est ma vie. J'ai des passions, j'ai des trucs. Ça, je veux vivre avec. Moi, c'est complémentaire de ma vie. Moi, je ne suis pas. Je veux. Et ces choses-là, je veux pouvoir en profiter. Et je sais qu'à certains moments, il faut que j'aille à fond dans cette direction, mais on ne m'enlèvera jamais des moments où je veux profiter, où je veux voir mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ça. Je veux ça. Donc ce côté-là, c'était essentiel pour lui. Et Yannick, dans ce côté, si tu veux, africain, c'est la danse et la chanson. Yannick, tu peux pas lui retirer ça. D'ailleurs, s'il est devenu chanteur après, c'était presque écrit qu'il allait devenir chanteur. C'est la musique pour Yann, c'était tout le temps. Il avait ses écouteurs, il allait, sur moi, il m'a emmené de temps en temps voir des concerts aux États-Unis, en Angleterre. On est allé voir des trucs incroyables. Et c'était extraordinaire, tu vois. Il chantait, il dansait, il danse super bien, Yann, il dansait. Il a vraiment un besoin de s'exprimer par la musique et par la danse. Et ça fait partie de sa vie. Et quand tu es en Afrique, moi j'étais son témoin de mariage. Quand j'étais témoin de mariage, tout le monde dansait. Tout le monde, moi je danse comme un manche à balai. Je dansais parce que il te fait danser parce que tout le monde danse. Tu vois, c'est extraordinaire. Et donc c'est ça. Si tu lui retires ça, c'est plus le même. Tu peux pas lui retirer ça. Tu brises quelque chose, si tu veux, qui est une vraie partie de sa vie. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est généreux de ne plus être généreux. C'est quelqu'un qui, voilà, il a ça en lui. Mais par contre, comme il disait aux gars ses priorités, moi j'avais toujours dit à Yannick, moi, les priorités, ça sera moi. Il y a deux choses qui comptent, si tu veux. C'est ton programme sportif, et je ne veux pas que l'un pénalise l'autre. Si ça le pénalise trop, ben je te lâche.
Ça m'est arrivé, hein, 2-3 fois de lâcher Yannick, une fois pendant 3 mois, hein, je l'ai lâché. Et puis, bon, 2-3 fois. Mais si c'est trop, écoute, tu vivras ta vie ou tu feras d'autres choses. Mais moi, où on fait ça, parce que je me dis que ça peut t'amener à gagner des choses depuis le départ. Hein. Donc, on fait ça. Et quand on le faisait, tout le monde est là pour en témoigner. Hein. Tout le monde, tu demandes aux gens qui sont entraînés avec Yannick, ils avaient du mal à le suivre. Hein. Tu parles à tous les gars qui l'ont vu dans les entraînements, tout ça. Et puis, il était d'une exigence incroyable. Après, comme il était pour lui-même, quand il demandait des efforts aux mecs. Donc, il y a les périodes qui sont les périodes, si tu veux, incompressibles, où on bosse comme un malade. Si toi, tu prends des fois, tu vas prendre 15 jours et que tu fais… Alors oui, prenez 15 jours, il en profitait bien. Et quand je le récupérais, je ne te dis pas qu'il était au top. Hein. Je le récupérais et il fallait bosser, si tu veux, et se donner le temps de bosser pour récupérer son niveau. Mais il le savait et il mettait les bouchées doubles, tu vois. Donc, il y avait ce côté-là qui était effectivement, si tu veux, que non pas d'autres. Pour qui… Peut-être qu'il serait aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, avec les sommes faramineuses qui existent, peut-être est-ce qu'il aurait changé. Je ne crois pas, parce que Yannick, si tu veux, bien sûr, il aime gagner de l'argent et tout le truc, mais ça n'a pas été son moteur, comme ça pouvait être le moteur d'autres, même à l'époque, tu vois, ce n'était pas son moteur premier. Son moteur premier, c'était, il voulait s'affirmer, il avait à défendre sa couleur, le fait qu'il soit différent, si tu veux, que son papa soit black, que lui soit l'un et l'autre. Il avait le côté aussi de l'histoire, ce que je te disais au début, c'est-à-dire gagner un tournoi du Grand Chelem, comme gagner la Coupe Davis. C'est pour ça qu'il défend la Coupe Davis, l'ancienne Coupe Davis, comme toujours, parce qu'il y a le côté historique derrière, qui représentait tout, quoi. Pour lui, oui, la Coupe Davis et Roland Garros, c'était ses raisons, voilà, de jouer au tennis, tu vois, comme bien d'autres. Donc, ça, c'était la priorité. Je ne te dis pas que ça ne m'a pas gêné à certains moments et que je n'ai pas eu quelques bras de fer avec lui, tu vois. Mais quand il fallait y aller, il fallait y aller. Et là, il avait plus de limites. Le personnage était assez complexe parce qu'il était, en plus, si tu veux, il a un côté, Yannick, où il est très intelligent, Yannick. Tu vois, tu lui dis pas 36 fois la même chose à Yannick. Hein. Tu lui dis 2 fois, il dit, mais tu me l'as déjà dit. Tu vois, donc les choses vont vite, tu vois, il comprend vite. Des fois, je commence ma phrase, il sait ce qu'il y a à la fin, tu vois. Donc, c'est quelqu'un, c'est pour ça que c'est intéressant, si tu veux. Tu as des discussions qui sont sympas avec lui, tu vois. Ça ne tourne pas autour de 2-3 trucs, quoi. C'est pas que les bagnoles, et bon, c'est sympa, si tu veux, sur la vie, sur des tas de choses qui l'ont toujours intéressé, quoi. Mais il a eu des vies, sa famille compte énormément pour lui, si tu veux. Son clan, tu sais, maintenant il est chef de son clan à Yaoundé, c'est lui le responsable depuis que son papa est décédé. Donc il a, voilà, ce côté famille compte énormément. Donc ses enfants, voilà, donc c'est ça, Yannick, c'est ce personnage. Alors, on arrive à 1h03 et on va essayer de ne pas dépasser 2 heures parce que déjà c'est énorme. D'accord. Tu as été donc 2 questions qui suivent et ensuite j'ai des questions de fin qui sont un peu communes à toutes les interviews. Tu as été 21 ans entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis. En 2 mots à chaque fois, mais alors vraiment 2 mots. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris en termes de jeu, d'approche du tennis, de psychologie autour de ce sport en règle générale avec les joueurs suivants? On va commencer avec Henri Lecomte. Ben vraiment, à chaque fois, essaye de me dire ce que tu as appris au contact de ces gars-là en 2 mots. Henri, j'ai découvert un personnage, si tu veux, qui était hyper talentueux, probablement le plus talentueux de tous les joueurs, si tu veux, que j'ai eu la chance de rencontrer en France, si tu veux, et je dirais même à l'étranger. Bon, il y en a quelques-uns qui ont eu le talent qu'a eu Henri, mais au niveau du talent, je parle là du talent gestuel. Les facilités, l'adresse, les facilités gestuelles, tout partait comme chez Federer pratiquement. Il y avait une espèce de fluidité dans ses mouvements qui était incroyable. Une personnalité très, très
complexe et très influençable qui a probablement nui à sa carrière. Forger. Forger, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup je dirais, de difficultés au début de sa carrière, qui n'avait pas bien compris ce qu'était devenir un professionnel. Il l'a compris sur le tard, il en a bien profité après, mais il ne l'a pas assez bien compris. Il s'est laissé embarquer, je dirais, par peut-être la facilité qu'il avait lui aussi au début. C'était facile pour lui. Il avait appris des bases par son père qui était prof de tennis. C'était très facile, le tennis c'était facile. Je pense même qu'au départ, je ne suis pas persuadé qu'il ait vraiment aimé le tennis suffisamment, mais comme ça allait bien, ben il s'est dit, ben tiens, je vais faire une carrière de tennis. De toute façon, ça fera plaisir à mon père, à ma mère et tout ça, mais ce n'était pas forcément son truc au départ. Ça l'est devenu. C'est devenu de plus important par la suite. Et quand c'est devenu de plus en plus important, Yannick lui a apporté énormément. Énormément. Santoro? À Santoro, moi j'adore voir jouer Fabrice. J'adore voir jouer Fabrice. Je trouve que dans le tennis, on manque de joueurs qui sont atypiques comme ça, avec cette intelligence de jeu. Il a utilisé ses qualités techniques, mais à 100%. Son coup d'œil, sa vista. Maintenant, c'est quelqu'un qui probablement a perdu aussi un peu de temps parce qu'il aurait probablement pu être encore plus fort en travaillant un peu plus son physique, je pense. Parce que c'est quelqu'un qui avait un tennis qui était loin d'être économique, qui était un tennis excessivement exigeant. Et je pense qu'il aurait probablement dû travailler son physique et en tout cas tout le côté cardio. Ça l'aurait probablement aidé à être meilleur. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment, c'est un peu je dirais, un tacticien hors pair, quoi. Olivier Delettre? Olivier, c'est un joueur, je dirais, très très complexe sur le plan de la personnalité. Et je crois, en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à le comprendre et à lui apporter ce que j'aurais aimé lui apporter, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à le comprendre. Et c'est quelqu'un qui était très 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 fermé, qui a du mal à se libérer, du mal à s'ouvrir, et que j'ai toujours senti un petit peu mal dans sa peau. Un formidable joueur, hein, très talentueux aussi, mais un peu mal dans sa peau. Et je dirais qu'il n'a jamais pu vraiment avoir. Peut-être est-ce qu'il a manqué un peu d'estime de lui-même, je pense. Voilà. Ouais, je trouve que c'est intéressant que tu arrives à nous dire ce que tu as réussi à leur rapporter à ces joueurs-là. À chaque fois aussi. Thierry Tulane? Ah, Thierry, un bosseur incroyable. Thierry, c'était un bosseur incroyable. Quelqu'un qui est tombé dans un système de jeu qui était le système de jeu qui lui convenait, qui lui a apporté beaucoup. C'était vraiment jouer un peu comme jouait Villas, un gros lifter des deux côtés, cavaler comme un lapin, bon sens tactique, de faire rater l'autre. Il a travaillé énormément aussi, beaucoup son physique. C'est quelqu'un qui a été peut-être au bout de son potentiel physique et je pense qu'il a cette notion qui est ancrée en lui, cette notion il faut bosser pour réussir. Un très très bon entraîneur maintenant et c'est quelqu'un qui a été quand même top 10 et c'était pas forcément écrit au départ et je crois que c'est à force de travail, de confiance en lui. Je crois qu'il a travaillé très intelligemment avec pas mal d'entraîneurs, hein, et moi je travaillais un peu avec lui, voilà, mais je crois c'est surtout ses qualités personnelles qui lui ont permis de devenir celui qu'il est devenu, quoi. Son père a été formidable pour lui. Qu'est-ce que tu as pu apporter à Pioline? Pas grand-chose, hein, j'ai très peu. Pioline, je l'ai récupéré quelques fois en Coupe Davis. J'ai eu des difficultés au départ avec lui et avec surtout son entraîneur, hein, qui était son entraîneur de l'époque, qui s'appelait Dumont.
et qui, lui, était arrivé comme entraîneur avec des notions de psychologie et puis des notions où il pensait, si tu veux, que c'était grâce à lui que Pioline allait devenir force. C'était ça, c'est-à-dire c'était vraiment le côté si je suis pas là, il n'arrivera pas à devenir bon. C'est-à-dire vraiment une sorte de gourou, si tu veux. Et ça, moi, je supporte pas ça. Je suis à l'opposé de ça. Oui, au psychologue, si tu veux, mais je pense toujours que notre travail, quand on entraîne, c'est justement de rendre le joueur responsable de lui-même, tu vois, et de ne pas être dépendant de l'entraîneur. Il ne faut pas qu'il soit complètement dépendant de l'entraîneur. Il faut lui amener à être justement, à avoir confiance en lui, à être cette autonomie qu'il est essentiel de développer. Et lui, il a agi en disant, si c'est pas moi, tu seras perdu. Ça, je détestais ça. Et à un moment donné, parce que j'avais essayé de créer un groupe, si tu veux, pour discuter avec ceux qui travaillaient avec les meilleurs Français. Et dans ce groupe-là, il n'a même pas daigné participer. C'est-à-dire qu'il voulait bien prendre des autres, mais il ne voulait rien dire de ce que lui faisait et autres. C'était secret. Donc lui, c'était chasse gardée. Lui, il avait de l'or. Il disait il avait de l'or. Et mais il ne voulait rien dire de ce qu'il faisait. Ça m'a gêné. Et quand Pioline s'est libéré de Dumont et a commencé à fonctionner avec Pierre Chéret, il a commencé à s'ouvrir. Et quand je l'ai eu, moi, dans les équipes, alors qu'au début, il a essayé une fois où il y avait Georges Degnaud et tout ça, ça s'est mal passé. Quand je l'ai eu en équipe de France, par la suite, il a commencé à adhérer, grâce à Pierre et tout le truc, à ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, c'est un pote. Aujourd'hui, c'est un super pote. Arnaud Clément? Ah, c'est Arnaud, j'adore. Arnaud, j'adore. Qu'est-ce que tu lui as apporté, je pense? Je ne sais pas ce que je lui ai apporté, il faudrait lui demander à lui, mais lui, en tout cas, il m'a plu dans tout ce qu'il faisait. Et puis, je crois que c'est quelqu'un qui est intelligent, il est bon, il a vraiment un bon fond. C'est un travailleur énorme, un peu comme Paul-Henri Mathieu. Hein. Paul-Henri, c'est aussi un travailleur exceptionnel, mais c'est quelqu'un qui a un super raisonnement, qui est d'une exigence avec lui-même sans limite, pourrait travailler non-stop. Les quelques fois où j'ai dû hausser le ton, c'est parce qu'il en faisait trop. Je me souviens une fois dans une rencontre de Coupe Davis, il n'était pas content de son service et il était là et il voulait faire des services et il faisait des services. Je lui dis à un moment donné, écoute, demain tu vas pas pouvoir lever le bras. Donc stop, on arrête. Non, j'ai envie de continuer. Regarde, je serre mal et tout le truc. Je dis demain, tu vas pas pouvoir servir, tu vas pas pouvoir lever le bras, tout le truc. Donc à un moment donné, je lui ai dit écoute maintenant, je vais rester poli, mais on arrête. Donc il a pris ses affaires, il s'est barré, il m'en a voulu. Donc j'ai reparlé avec lui le soir, tu vois, et je lui ai dit écoute, mais il peut à force de travail, mais quand je dis il peut pas se rendre malade, mais se blesser, tellement il est exigeant avec lui-même. Mais un côté hyper sympa, très très bon raisonnement, très bonne vision du jeu, très bon sens tactique et formidable personnalité. Moi, c'est quelqu'un vraiment, j'adore ce bonhomme-là, je trouve vraiment super. Seb Grosjean? Seb, moi j'ai passé moins de temps avec lui, parce qu'il habitait aux États-Unis. Je l'ai vu au départ, c'est plus Eric Dobliquer qui s'est occupé de lui. Quand je l'ai eu en équipe, c'est quelqu'un qui il n'avait pas un gros physique et il avait beaucoup de talent gestuel, beaucoup de facilité, beaucoup d'adresse, avec un coup droit dévastateur, des coups qui faisaient très 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 mal, un sens du jeu. J'adorais le voir jouer. Il jouait, c'était à regarder, c'était incroyable. Il avait un tennis qui était très 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 complet, mais je pense que sur le plan physique, il aurait pu faire mieux et aller encore plus loin que ce qu'il a fait s'il avait travaillé sur le plan physique, s'il avait été peut-être plus loin dans ses efforts physiques, lui. Mais une personne qui connaît le tennis à fond, très 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 bien. Polo, tu l'as dit, donc gros bosseur.
Ouais, Polo, j'ai passé plus de temps avec lui. En plus, j'ai eu une chance absolument incroyable. Je l'ai connu très jeune, Polo. Donc, j'avais un bon feeling avec lui. Je l'ai entraîné aussi quand j'ai pris la direction sportive de chez Lagardère. Je fais plusieurs tournois aussi avec lui. Il avait gagné Gstad là, quand j'étais avec lui. Et j'étais super content encore de voir Polo gagner un tournoi comme ça. C'était super. Et un bosseur un peu comme Arnaud, qui n'a pas de limite dans son engagement. Mais pourquoi j'ai eu un intérêt particulier aussi, c'est que quand on était chez Lagardère, on avait passé un deal avec Wilander, Mats Wilander, et donc Wilander s'occupait de Polo sur tous les tournois du Grand Chelem et sur les périodes qu'il souhaitait faire de préparation, bien sûr, et puis s'il voulait venir quand on était chez Lagardère, il était le bienvenu. Et le reste de l'année, c'était moi qui m'occupais de Polo. Et pendant cette période, on a eu des contacts avec Wilander, et j'ai eu des contacts avec Wilander qui, depuis l'époque de Yannick, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un vraiment, Wilander pour moi, qui est une sorte de personnage, mais exceptionnel d'intelligence, de sens tactique, de générosité, tout ça. Il m'a dit des choses sur le jeu, sur lui-même, sur la rencontre qu'il a fait avec Yannick, enfin sur le match qu'il a fait avec Yannick, tout ça, c'est sublime. Et quand on a travaillé, on parlait, on échangeait par rapport à Polo. Et je le voyais, lui quand même, c'est 11 finales de Grand Chelem et 7 victoires. C'est pas n'importe qui, Wilander. C'est Monsieur Wilander, c'est incroyable. Et donc, respect tous les jours. Et moi, j'écoutais les oreilles comme ça. Et donc, quand il me parlait de la façon dont il s'est formé aussi en équipe avec ses copains, Jarid, un peu en équipe, ça me faisait penser à ce que Yannick avait fait, quoi, avec des petits groupes comme ça. Et c'était assez formidable. Et à son contact, j'ai appris beaucoup de choses. Et je le voyais s'investir. Voilà, l'âge qu'il a, qu'il jouait avec Mats, il servait, il s'était mis 2 mètres à l'intérieur du court pour que Polo retourne les services, où il avait montré un peu des actions tactiques. On avait fait à la vidéo des ralentis sur Polo dans telle ou telle action, et il était mais à 100%. Quand il était au bord du court, quand Polo jouait, il était mais il était à fond. Monsieur Wilander, quoi, c'est incroyable. Et voilà. Et Polo, je crois, il a profité de ça, mais je pense que à un moment donné, il a souhaité arrêter avec Wilander en me disant j'ai tellement de respect pour lui que quand il est là, je suis un peu trop crispé, je suis trop, voilà, je me sens pas à l'aise. Puis voilà, donc ça a été dommage qu'il n'ait pas pu en profiter comme moi j'avais pensé, ou on avait pu penser que voilà, qu'il fallait en profiter. Di Pasquale? Ah, top, un personnage que j'adore aussi, Arnaud, c'est un gars très intelligent que j'aime beaucoup, qui malheureusement a été blessé et qui aurait fait une carrière bien meilleure s'il n'avait pas été blessé, je trouve. C'est quelqu'un qui est très intelligent aussi, et une vision des choses, d'abord une vision du jeu formidable, hein, il analyse très bien le jeu, une vision des choses. Moi, j'avais mis beaucoup d'espoir en tant que DTN, hein, quand il a pris ma succession, j'espérais vraiment que, voilà, et malheureusement, il est tombé à un moment où il s'est heurté à l'arrivée d'un autre DTN qui s'appelle M. Guidicelli. Et ça l'a empêché de fonctionner comme il aurait fallu qu'il fonctionne, avec toute la liberté que on doit avoir quand on est vraiment DTN, quand on est spécialiste, et puis que quelqu'un vient et est aux ordres, quoi. Voilà, donc il a préféré partir. Ouais. Escudé? Ah, c'est super. Nicolas, malheureusement, je me suis occupé de lui comme j'aurais voulu m'occuper de lui que sur la fin, et notamment après son opération, où j'espérais tellement, parce que aussi, voilà quelqu'un qui a des qualités d'esprit, d'équipe. C'était un équipier formidable, hein. Là, c'était aussi, quand je parle de tous ces gars-là, ce sont des gars qui, en équipe, ont été tous formidables, quoi. Et Escudé, incroyable. J'étais pas à Sydney quand il a gagné, enfin, quand ils ont gagné. C'était lui le match décisif
quand ils ont gagné cette finale de Coupe Davis chez les Australiens, et ça, vraiment, c'était un exploit extraordinaire. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas de Nicolas. Ça ne m'étonne pas de lui, parce que c'est vraiment quelqu'un il est très, très exigeant avec lui-même, très, très, je veux dire, il va très loin dans ses efforts, et c'est quelqu'un qui, comment dire, c'est quelqu'un qui a toujours mis l'équipe avant tout. Et il y avait vraiment quand cette équipe a gagné avec Clément, Grosjean, Escudé, vraiment j'étais tellement content parce que c'est tous des gars qui ont cet état d'esprit qu'il y avait chez Lecomte, Forger, Yannick, Guy, bien sûr. Cette solidarité, cet investissement pour vraiment aller à la limite de leur force et mettre vraiment tous leurs problèmes de côté pour se retrouver ensemble. C'est tout ce que j'aime dans la Coupe Davis. Hein. Moi, j'ai eu ce bonheur de vivre avec des gens comme ça qui m'ont tellement apporté qu'aujourd'hui, j'en arrive à me dire que vraiment, ce sont ces facteurs-là qui ont été les facteurs déterminants. Ce sont des gens qui ont eu ces qualités-là, ces qualités d'état d'esprit qui font en équipe, qui font réussir. Mais ce dont je suis persuadé aussi, c'est que peut-être que aujourd'hui, certains des gars qui arrivent, au lieu de s'isoler avec un coach, auraient vraiment tout à gagner à de l'expérience des anciens. En essayant de travailler avec leur coach individuel, mais sans jalousie ou sans qu'il y ait d'ego mal placé, mais travailler ensemble sur le joueur. Et qu'il y a des gars qui ont beaucoup de choses à apporter, beaucoup. Moi, Yannick, il a pris pendant des années, il était frustré parce qu'il se disait, mais je vois les gars jouer, mais il n'y en a pas un qui va me passer un petit coup de fil. Il me dit, mais moi, je ne vais pas les appeler, c'est pas à moi de les appeler. Pour leur dire, je peux t'apporter, ils doivent tout le truc. Et même après, en Coupe Davis, il est là en Coupe Davis avec eux, ça se passe bien, ils gagnent la Coupe Davis, ils font une finale, une victoire, tout le truc, il se dit derrière, peut-être que. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs et les jeunes joueurs qui arrivent, il se passe quelque chose qui ne s'est pas passé avant et qui nous a peut-être permis d'avoir toute cette génération de joueurs qui étaient des top 10 tous, voire des top 5 pour certains. Il y a eu cette espèce d'équipe qui s'est formée où les uns s'apportaient des choses et où les entraîneurs ne se tiraient pas dans les pattes. On a travaillé, moi j'ai travaillé avec des gens, avec des entraîneurs, avec des gars comme Éric de Bliquer, avec des gens comme Jean-Claude Massias, avec des gens comme Jean-Paul Lotte au début et tout le truc. On travaillait ensemble. Et même quand j'étais sur le circuit, je travaillais et que des gars, ils savaient qu'il y a des gars comme Yann Thierry, avec des gars comme Villas, oui, mais des gars comme, comment il s'appelle, Arthur H. Ces gars-là qui ont apporté, qui apportent des choses. Et faire ce petit clan à deux. Amélie Mauresmo, super Amélie, qu'elle se soit rapprochée de Yannick, qu'elle se soit rapprochée d'autres personnes comme ça, personnalités, super. Et je me dis, mais on a des gens en France qui ont eu des carrières incroyables et qui sont super, tous ces champions-là dont je viens de parler, mais personne n'est allé le voir pour lui demander, Guy, tu peux m'aider, me coacher, me dire tout le truc. Arnaud a essayé de le faire un peu. Puis après, Arnaud, oui, on lui a interdit, bien sûr. Ah oui, c'est incroyable qu'on ne puisse pas avoir dans ce monde-là dépassé un petit peu les égos des uns et des autres. Mais c'est ce qui tue le tennis international, qu'on ne puisse pas se rassembler au bénéfice du tennis et au bénéfice du jeu. Et puis pour nous, au bénéfice de la progression des joueurs, c'est incroyable. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez nous rendre un grand service en nous laissant une évaluation à 5 étoiles sur iTunes. Ça aide considérablement la chaîne Tennis Légende Podcast à trouver de nouveaux éditeurs et avoir des invités de renom qui ont envie de partager leur vision et leurs anecdotes du circuit pro, parce qu'en face, il faut le dire, il y a le public et les évaluations qui sont là. Pourquoi Apple ? Parce que c'est la plateforme numéro 1 de podcast.
Je vous mets le lien juste en dessous en description pour y accéder. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 €, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est lui aussi juste en dessous. Enfin, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets-nous un pouce et un commentaire sur ce que tu as pensé de l'invité. On pourra éventuellement organiser un match retour. Sur ce, on se retrouve mardi prochain avec la 3e et dernière partie de Patrice Ageloer. Belle semaine à tous. Ciao.